Votre parcours est remarquable. Vous êtes d'origine afghane, vous vivez en France. Vous avez gardé vos attaches avec votre pays d'origine qui reste le sujet de vos films et livres, notamment Singhé Sabour qui a gagné le prix Goncourt en 2008. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au Rwanda assez pour en faire un film? Oui. D'abord, j'ai dit pourquoi pas. C'est vrai. Ouais. Bah, écoutez, il y a plusieurs raisons. Hein. D'abord, c'était que en 94, là où le génocide au Rwanda, en même temps, il y avait la guerre fratricide en Afghanistan, là où j'ai perdu mon frère. Et puis, en même temps, en Yougoslavie, c'était la guerre civile. Donc, à cette époque, au mois d'avril, à chaque fois qu'on allumait la radio ou la télé ou si on regardait les journaux, il y avait ces trois catastrophes qui sortaient tout le temps. Donc, ces trois tragédies étaient liées dans mon esprit, d'une certaine manière. Et c'était très étrange aussi. Comment, pourquoi, d'un seul coup, ces trois pays étaient entrés dans un tel massacre, dans une telle catastrophe. Sur l'Afghanistan, j'ai fait presque oui, 3 documentaires, 3 fictions, etc. Et tous mes livres, comme vous avez dit, sont consacrés à l'Afghanistan. Donc, je voulais voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Pourquoi cette horreur un peu partout dans ce monde et à cette époque-là. Et je voulais savoir aussi qu'ailleurs était aussi atroce qu'en Afghanistan, d'une certaine manière, pour découvrir d'où je viens, pourquoi cette violence dans mon pays natal et ailleurs, comment ça se passait, de connaître un peu le mécanisme de la violence. Donc, bien sûr, moi je voulais souvent aller en Afrique, parce que c'est un continent que je ne connaissais pas très bien, notamment l'Afrique centrale. J'étais évidemment vers le nord et même j'étais en Afrique du Sud. Mais je ne connaissais pas ni Rwanda, ni Sénégal, tous, ni Éthiopie, ni Congo, rien. Donc, je voulais y aller. Mais comme j'ai horreur de voyager dans ces continents comme un touriste, donc je ne peux pas. Il faut que j'aille, il faut que je me perde dans une culture, dans une société, dans un pays. Et c'est comme ça qu'ensuite, on peut connaître, vous voyez, une autre culture, une autre civilisation, un autre peuple. Donc voilà, c'était ça. Et puis, découvrir le mécanisme. Je suis allé la première fois quand on m'avait proposé l'adaptation de ce livre, que je connaissais d'ailleurs, parce que j'ai connu Escolastique Mogasonga, c'était en 2009, au festival, au Salon littéraire de Montréal, au Canada. Donc, et en 2012, lorsqu'elle a eu le prix Renaudot, évidemment, j'ai lu le livre, mais était loin, bien loin de moi de l'adapter un jour au cinéma. Je n'avais même pas pensé, parce que je n'osais même pas y penser. Donc, voilà. Et lorsqu'on m'a proposé, j'ai dit tout de suite oui. Au début, justement, pour voir, connaître ce pays, le continent, le pays. Je suis allé pour 1 mois et demi là-bas, connaître la région, la culture rwandaise un peu, et rencontrer, et voir si c'était possible que je fasse ce film-là. Et je voulais voir si il pourrait y avoir une relation, un rapport entre nos deux regards, entre nos deux cultures, etc. Donc voilà. Et quand je suis allé, je m'étais aperçu que oui, je devais faire ce film-là. Et je devais justement réfléchir sur le mécanisme de la violence et de la haine
qui naissent comme ça soudainement dans un pays aussi beau que le Rwanda. Oui. Et puis, ce film est bien sûr sur les jeunes filles d'une bonne famille vers les années de 1973. Et ce choix vous permet vraiment de remonter aux racines historiques assez lointaines du génocide. Vous décrivez avec beaucoup de poésie et de très belles images, comme vous avez dit, la vie des jeunes filles qui est faite d'insouciance et de batailles d'oreillers, de rires et de drames en milieu fermé. Une vie normale où pourtant les tensions sont déjà présentes. Donc, pourriez-vous nous rappeler sur quoi est basé l'antagonisme entre Hutu et Tutsi et comment il a été alimenté? C'est vrai, quand je suis en 2017, je suis allé au Rwanda. Évidemment, j'avais toute une idée construite à travers des médias, à travers le regard des autres, bien sûr, que je connaissais cette tragédie rwandaise. Mais de l'autre côté, je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste. Je ne pouvais pas faire juste un film comme a été déjà fait par les grands qui connaissaient vraiment, qui savaient prendre en charge l'histoire de ce pays-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt entrer dans l'imaginaire et puis chercher les racines du mal, les racines de la haine, les racines du génocide. Comment était arrivé au Rwanda, dans un pays tellement calme, tellement beau, silencieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Un pays tellement doux. Donc, évidemment, ce qui m'intéressait de voir d'abord les dégâts, les conséquences du colonialisme. Bien sûr, lorsque les Allemands étaient arrivés au Rwanda du 19e siècle, oui, la première chose qu'ils ont fait, ils ont distingué les deux couches sociales, à savoir d'un côté les Hutus, de l'autre les Tutsis, dont la différence n'était pas ethnique à ce moment-là, c'était juste social. Oui, le Tutsi, c'était un peuple d'éleveurs, d'élevage, et puis les Hutus qui étaient les cultivateurs, étaient majoritaires, bien sûr. Mais le fait de venir et dire que l'ethnie sacrée, l'ethnie dominante doit être Tutsi, et en plus créer un mythe sur leurs origines, soi-disant que ce peuple était descendant de Pharaon, etc., etc. Évidemment, ça crée un clivage ethnique entre ces deux couches sociales. Vous voyez, d'habitude, en Europe et même aux États-Unis et ailleurs, quand il y a un problème, que ce soit interethnique ou interreligieux, religion ou interethnique et régional, qu'est-ce qu'on fait? On transforme ça tout de suite en un conflit social. Pourquoi? Parce que le conflit social dans ces pays-là peut avoir une solution. Mais si vous dispersez les gens, si vous divisez les gens par leurs origines, là, vous ne pouvez pas éviter le conflit, malheureusement. Vous voyez, à chaque fois dans ces pays-là, là où le racisme naît, là où la distinction des peuples naît, c'est là que vient la violence dans ces pays-là. Donc, ce qui s'est passé au Rwanda, on a divisé ces deux peuples, ces deux couches sociales en deux ethnies. Et là, ça crée une sorte de haine chez les Hutus à l'égard des Tutsis. Et cela, évidemment, jusqu'à 1959, c'était assez sous-jacent, c'était assez caché. Parce que
le pouvoir était aux Tutsis. 59, après un coup d'État, c'était les Hutus qui ont pris le pouvoir. Et là, ils avaient commencé à partir de 1959, justement, petit à petit, l'épuration de pays. Mais l'intelligentsia rwandaise, aussi bien de côté de Hutus que de côté des Tutsis, ne voulait pas ce génocide, ne voulait pas cette distinction, cette division. Alors, il fallait d'abord chasser, effacer l'intelligentsia rwandaise. Donc, c'est comme ça qu'on a chassé, on a privé dans le milieu éducatif, mais aussi dans le milieu administratif, l'intelligentsia rwandaise qui s'opposait au génocide. Pour amener le pays, parce que génocide, vous voyez, et même aujourd'hui, il y a des thèses des historiens français, des historiens français qui disent que non, ce n'était pas un génocide au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'était pas un génocide programmé, organisé par l'État, mais c'était par le peuple. Vous voyez comment on a amené le génocide, justement l'État qui était dans les mains des Hutus, il voulait justement faire le génocide à travers le peuple pour dire que nous sommes pour rien, c'était le peuple qui voulait, pas nous, pas l'État. Oui. Ouais. Et là, donc, ils ont créé ça. Et 73, ce que je montre dans le film, c'est de montrer comment on chassait les Tutsis et même les Hutus qui s'opposaient au génocide du corps éducatif et de l'administration. À cela, bien sûr, à côté, voir aussi le rôle de la religion, du catholicisme dans nos pays. Mm. Il y avait le colonialisme et puis la religion, la politique et la religion qui sont réunis pour mener le pays vers le génocide. Non seulement politiquement, mais aussi religieusement, ethniquement aussi. Oui. Donc, c'est, je pense toujours, quand je passe de voir ce que le colonialisme a fait en Afrique, je pense toujours à cette phrase magnifique du père de l'indépendance de Kenya, qui disait une chose extraordinaire. Il dit qu'au 19e siècle, quand les Blancs sont arrivés en Afrique, nous avions la terre et eux la Bible. Ils nous ont appris de prier les yeux fermés. Et quand on a réouvert les yeux, nous avions la Bible et eux la terre. Oui. Donc, en effet, la terre africaine, à ce moment-là, il y avait avec la religion aussi, qui était un rôle très, très important. Donc, voilà. Et je cherchais. Pourquoi? Parce que quand je vois aussi dans mon pays, Afghanistan, comment la religion, comment les intégristes religieux, à cela s'ajoute justement le conflit interethnique. Vous voyez, arrivé jusqu'au bout de 40 ans, la situation dans mon propre pays est de pire en pire parce que la religion, le conflit religieux, plus le conflit géopolitique, plus le conflit interethnique, vous voyez, amené le pays dans une telle violence. Et je vois que ce mécanisme est malheureusement présent un peu partout, à l'autre bout du monde, même où ça, au Rwanda. D'accord. Wow. Eh bien, vous avez adapté un roman. Donc, parlons un peu de ça. Donc, vous êtes-vous enforcé de rester très proche du texte original ou au contraire, avez-vous pris une distance?
C'est vrai que pour moi, c'est très particulier l'adaptation d'un roman. Au début, oui, j'ai adapté moi-même mes propres romans. Mais cette fois-ci, c'était la première fois que j'attaquais le roman de quelqu'un d'autre. En ce qui me concernait, évidemment, j'avais cette liberté de me trahir, bien sûr, parce que je ne voulais pas. Vous voyez, ce que j'ai dit dans le roman, je ne voulais pas répéter la même chose dans un film. Il fallait que le film me permette de découvrir une autre dimension de mes personnages, une autre dimension de mon histoire, une autre dimension de mes mots. Je voulais savoir qu'est-ce que mes mots cachaient à moi-même, mes personnages. Et de la même manière, quand on m'a proposé, bien sûr, je suis resté très proche, structurellement parlant, narrativement parlant, proche du livre de Scholastique Mugasunga. Mais sur le plan de contenu et sur le plan d'ambiance et tout ça, évidemment, j'ai pris une certaine distance pour jeter un regard dans l'autre dimension de cette histoire et de ces personnages. Je voulais savoir ce que les mots de Scholastique cachaient, ce que les personnages cachaient, ce que Scholastique elle-même, oui, nous les écrivains, nous on écrit avec notre inconscience toujours. Donc et dans le cinéma, cette inconscience vient, vous voyez, en conscience d'une certaine manière. Donc, c'était ça pour moi. Donc, découvrir l'autre dimension de ce livre et de cette histoire. Donc, j'ai pris, bien sûr, certaines distances. D'abord, j'ai divisé le livre en le film en 4 chapitres pour montrer justement le mécanisme de la violence à travers ces 4 chapitres, illustrés par 4 poèmes que moi-même j'avais écrits. Ensuite, je l'avais donné un grand poète rwandais, Dorsi, de les traduire en Kinyarwanda, et puis le donner à la diva rwandaise à Florida de lire ça à voix, avec sa voix magnifique, sublime. Donc, voilà, je voulais ça montrer comment, vous voyez, ce peuple rwandais vivait dans leur innocence, dans leur authenticité. Mais cette authenticité, cette innocence engendre toujours le sacré. Et puis, une fois que le sacré naît, évidemment, le sacré amène avec lui les interdits, les tabous. Donc, chaque geste, chaque mot à l'égard de ce sacré devient une sorte de sacrilège. Vous voyez, dès qu'il y a un sacrilège à l'égard du sacré, et là vient forcément le sacrifice. Vous voyez, ça, c'est le schéma philosophique que j'avais presque, enfin, pas emprunté parce qu'il y avait mes propres idées dedans, mais en gros, je me suis inspiré des travaux d'un grand philosophe français qui vivait aux États-Unis, René Girard, qui a sorti justement l'idée de sacré et la violence, en montrant comment le sacré nous amène à la violence. Mais comment le sacrifice ensuite essaye de donner une solution à ça. Mais ici, au Rwanda, le sacrifice, ce n'était pas des animaux, c'était des êtres humains. Et oui, vous voyez, c'est ça ce passage de l'innocence vers le sacrifice, vers la violence. Et c'est ça. Et le peuple rwandais n'était pas dans leurs racines violentes, dans leurs racines génocidaires. Oui. Évidemment, il y avait une machine qui était en route
pour les amener à ça. Voyez. Donc, voilà, c'est ça que je cherchais. Et à travers les personnages et le livre de Scolastique, j'ai découvert ça, j'ai développé ça et je l'ai mis en image, bien sûr. Donc, voilà, bien sûr, je suis proche et loin en même temps. Donc, en parlant du fait que vous êtes proche et loin, le fait que vous soyez étranger à la culture rwandaise, vous a-t-il aidé? Votre regard extérieur est-il un obstacle ou un avantage? Les deux, bien sûr, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, j'avais deux chemins. Soit je devais aller vers la reconstitution historique du génocide au Rwanda, soit d'aller vers leur imaginaire. Comme je ne suis pas historien, donc je me suis approché plus de leur poésie, même avec, si c'est avec de la violence, peu importe. Je me suis approché de leur histoire par leur imaginaire, mais pas par l'effet historique. Vous voyez? D'où cette distance que vous voyez aussi dans le film avec ce Rwanda. Et cela, évidemment, avec cette poésie, avec cette voix off, avec la manière d'amener justement l'histoire. Donc, oui, pour comprendre l'histoire, pour comprendre l'imaginaire, on est obligé de prendre une certaine distance, en effet. Mais en même temps, c'est très difficile de sentir, vous voyez, ce que ressentait à cette époque-là un Rwandais ou une Rwandaise. Vous voyez, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre comme ça. Vous voyez, mais au moins comprendre l'autre. Et comme je venais aussi d'un pays comme Afghanistan où j'ai connu la violence, et donc ça m'a permis de comprendre un peu, je dirais pas facilement, mais comprendre viscéralement, vous voyez, cette violence et tout ça. Donc, oui, c'était aussi bien un avantage, mais aussi une sorte d'handicap, comme toujours. Mais l'idée, c'est ça, comment peut-on transformer cet handicap à quelque chose de positif, bien sûr. Et pour moi, c'était de la poésie. Voilà. D'accord. Et à Notre-Dame-du-Nil, la mainmise de la religion est totale, vous en avez parlé un petit peu avant. La culture rwandaise est absente, on ne parle pas la langue, on porte un uniforme qui efface les différences, l'histoire locale est niée et celui qui en parle dans le film est un personnage trouble en blanc. Euh, donc, qui est-il et que représente Monsieur de Fontenay? Ouais. Oui, alors, en effet, parce que à l'époque, même comme dans le livre est très très bien écrit, vous voyez, quand les Belges dominaient à ce moment-là au Rwanda, évidemment, ils avaient des lycées, des écoles où catholiques, bien sûr, où on devait apprendre le français, absolument, où on devait parler en français tout le temps. Et puis, tout ça sous l'échoppe de l'Église, bien sûr. Donc, oui, je montre à travers ça la transformation de la société par le colonialisme, le changement de la société, de la tradition et de l'identité d'un peuple. Ça, c'est très important. Toujours, pour dominer l'autre, il faut évidemment d'abord détruire son identité. C'est toujours premier pas pour dominer l'autre, en effet. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était d'abord détruire l'identité rwandaise pour créer une autre identité.
Voilà. Et de l'autre côté, on voit un blanc complètement halluciné qui représente d'une certaine manière trois facettes du colonialisme moderne, pour moi, qui est à la fois une perversion. Au début, on le prend très pervers, ce personnage-là, sans Fontenay. On lui dit, c'est quoi? Et il s'attache à des jeunes filles, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. De l'autre côté, on découvre un homme halluciné, extravagant. Sa manière de s'habiller, sa peinture, sa maison, etc. Il vit dans l'imaginaire, d'une certaine manière, du peuple rwandais, lui aussi. Ouais. Vous voyez? Et puis, troisième, il essaye d'apporter, soi-disant, une anthropologie, une sagesse, l'histoire de Rwandais. Ces trois facettes de colonialisme que je voulais refléter à travers ce personnage. Je ne voulais pas tomber, évidemment, dans les clichés des colonialistes qui, avec un chapeau colonial, short et fouet, etc., etc. On a vu 1000 fois. Mais ce que je voulais montrer justement, c'est le nouveau visage de colonialisme. Comment il vient, même en s'adaptant vestimentairement, culturellement, et en s'adaptant à l'autre pays, à l'autre culture, et faire de l'autre culture justement toute une pyramide, créer pyramide, aller fouiller dans leur histoire des choses pour leur montrer. Voilà, qui êtes-vous? Vous voyez, c'est ça. Là aussi, la perversité de l'anthropologie coloniale. On vient toujours chez un peuple et dit, ah, vous ne connaissez pas. Moi, je connais qui êtes-vous, d'où est-ce que vous venez. Et il crée le mythe. Vous voyez, quand vous regardez quand vous éduquez ou vous analysez tous les génocides dans le monde entier, vous voyez que tous les génocides sont fondés sur des mythes. Vous voyez, Ouais. race en soi est un mythe de l'humanité. Qu'est-ce que signifie race? C'est le mot le plus vide que j'ai jamais vu. Non, race en quoi? Espèce existe, espèce humaine, espèce animale, mais la race, non. Donc, créer la race, et cela à travers l'ethnographie et l'anthropologie, on voit les dégâts dans ces pays-là. Ah. Et est-ce que c'est au fait le message que vous espérez partager avec le public ou que voulez-vous quel message espérez-vous qu'on voit à travers votre film, quoi? Bah, écoutez, je ne sais pas, c'est toujours, vous voyez, le message, un sens, c'est tellement vaste dans une œuvre, je ne peux pas, il y a mille et une choses que je voulais dire. Mais est-ce que j'ai un message? Je ne crois pas, mais simplement montrer le mécanisme de la haine. Vous voyez, Ouais. l'amour a sa littérature. Et on exprime l'amour soit à travers son regard, soit à travers de la poésie, soit des romans, soit de la musique, etc., etc. Mais la haine, on ne sait pas quand ce que s'exprime. La haine se développe née sous la peau. Et un jour, on ne sait pas comment ça ressurgit. Ouais. Et avec une violence assourdissante, bien sûr. Donc, moi, c'est ça, ce mécanisme. Attention sur ce mouvement qui naît de l'innocence, qui nous amène vers le sacré nous amène vers le sacrilège, et que le sacrilège nous amène vers le sacrifice. Ce mouvement-là que je voulais étudier dans ça, c'est très, très, très important.
Et aussi, une chose que j'avais appris au Rwanda. Vous voyez, quand soit en 2017, je suis allé au Rwanda, j'ai rencontré les directeurs de casting, etc. Et j'ai rencontré une dame extraordinaire, psychologue, philosophe. Et évidemment, quand je l'ai vue, je dis, écoutez, c'est extraordinaire chez vous, au Rwanda, après une telle massacre, après un tel génocide, après une telle violence. Aujourd'hui, vous vivez en paix et vous avez réussi de tourner la page. C'est ça qui est extraordinaire. Elle m'a dit une chose extraordinaire. Elle m'a dit, oui, il est très, très important de tourner la page après chaque violence, après chaque guerre, après chaque génocide, etc. Mais à une seule condition, que vous ayez lu cette page. Si vous ne lisez pas cette page et que vous tournez, ça ne sert à rien. La violence ne va pas disparaître. La guerre ne va pas disparaître. Non. Il faut lire cette page-là. Il faut prendre justement des leçons. Ensuite, la tourner. Et j'ai vu qu'en effet, Rwanda était ce pays-là où ils avaient cette audace de lire cette page avant la tournée. Et cela grâce à quoi? Grâce à ce procès qu'ils ont lancé 10 ans après le génocide, en 2004, presque 2003, 2004. Quoi? Le génocide, le procès des génocidaires. Aussi bien dans au procès international, créé justement ce comité de juges pour condamner les génocidaires, les chefs d'État. Mais aussi, comme c'était un génocide qu'on l'a amené vers le peuple, donc le peuple aussi était, bien sûr, vous voyez, avait du sang sur les mains. Et on ne voulait pas les mettre en prison, plus de 2 millions Hutus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé de la même manière quoi, le procès populaire au Rwanda qu'on appelle gacaca, ça veut dire procès sur l'herbe. À vrai dire, gacaca, c'était une tradition où, dans chaque village, dans chaque commune au Rwanda, quand il y avait des problèmes, le peuple se rassemblait pour résoudre le problème. Et là, ils l'ont utilisé pour condamner les génocidaires. Ça, c'est très important. Vous voyez, et notamment que, au même, les génocidaires venaient se démasquer et se dénoncer. Et même, j'ai vu une femme qui avait amené son fils pour qu'il avoue devant tout le monde qu'il était génocidaire. Vous voyez, c'est ça, que la société rwandaise n'a pas vécu après le génocide dans le déni. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient faire justement le deuil de ce massacre, le deuil de cette violence, le deuil de ce génocide. Vous voyez, après chaque guerre, si un peuple ne fait pas le deuil, il tombe dans la vengeance. Ah, ça c'est bien dit. Donc, vous avez fait jouer ces jeunes filles des jeunes Rwandaises qui n'ont pas vécu, par contre, le génocide. Avez-vous été surpris de leur attitude vis-à-vis de leur propre histoire? Ou en parle-t-elle ou... Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, en effet, ce qui m'avait frappé, c'est que le peuple rwandais ne vit pas dans le déni. Donc, vous voyez, il y a même un mémorial de génocide à Kigali, là où toutes les semaines, vous voyez des cars, des bus, des scolaires, d'étudiants et des élèves qui viennent là-bas pour faire justement la connaissance de mémorial, aller connaître justement la période de génocide rwandais.
Donc, ils connaissaient, ils savaient. Mais les faire jouer, c'était autre chose, bien sûr. Bien Donc, sûr. évidemment, je m'étais lancé et je marchais sur un terrain assez miné, vous voyez. Et parce que ces jeunes filles n'avaient pas vécu le génocide. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous demandez aux Rwandais, à toutes ces jeunes, si elles sont Hutu ou Tutsi, elles ne vous répondent pas à ça. Elles disent, nous sommes Rwandais. Ça, c'est Ah, extraordinaire. Et moi aussi, pendant le casting, je n'ai pas demandé, voilà, je veux 100 Hutus et 20 Tutsis. Non. C'est ce que j'ai dit au directeur de casting. J'ai dit, je ne veux pas de ça. Je veux des jeunes filles rwandaises. Vous voyez, c'est ça qui est toujours, c'est nommer l'autre. Le racisme, justement, vient d'abord juste montrer avec le doigt les origines de quelqu'un et le condamner avec cette nomination. Oui, c'est ça le problème. Et donc, je ne voulais pas nommer. Je lui disais que, bon, c'est le système qui nomme, pas le peuple. Donc, je voulais montrer aussi. Et là, dans le film, par exemple, la méchante Hutu oui. est une Tutsi. Et inversement, il y a des Tutsis qui sont des Hutus. Vous voyez, là aussi pour moi, ce que j'ai fait même en Afghanistan, ce que j'ai fait dans pas mal d'endroits, j'aime bien que de mettre le bourreau à la place de victime et la victime à la place du bourreau. D'abord, que le bourreau sache ce que veut dire être victime, et de la même manière que victime sache que, attention, tu peux devenir aussi bourreau comme eux, si tu ne fais pas le deuil, si tu entres dans la vengeance. Là, vous avez parfaitement raison. Voilà. Donc, ça, c'était donc ces jeunes filles qui, aucune n'était actrice, donc elles étaient tous. Donc, ils devaient parler français, en plus avec un français très particulier qui leur est propre, oui, bien sûr, parce que le français n'est pas leur langue maternelle. Elles apprennent le français dans des écoles. Donc, le français est scolaire, fragile, très simple et très épuré, très limpide. Et je voulais garder ça aussi. Je ne voulais pas qu'elles jouent comme des filles banlieue parisienne. Non. Évidemment, ici en France, ça me fait rire. Certains disent, ouais, mais elle parle français, pas comme nous, c'est très bizarre. Et voilà, ça commence. Ah. Et non, parce qu'ils jouent très mal. Je dis non, ils ne jouent pas très mal, ils jouent leur propre identité. C'est tout. Mais c'est toi qui n'as pas le même code de les voir parler. Cette douceur avec laquelle parle le peuple rwandais, c'est magnifique. Et ce silence qui est là. Vous voyez, il y a un proverbe extraordinaire au Rwanda, il dit, avec la douceur, on peut entrer même une grosse vache par une petite porte. Et c'est vrai. Ah, c'est vrai, ça, c'est charmant. Donc, vous avez tourné dans des décors naturels d'une grande majesté, comme vous avez Mm. dit avant, et beauté. Avec cette beauté, on imagine difficilement qu'un massacre puisse avoir lieu dans une nature si présente, si apaisante. Et le film illustre la violence d'une façon assez distinguée. Pourriez-vous nous en parler? Bah, écoutez, oui. Parce que là aussi, vous voyez, le cinéma nous a montré tellement de violence tout le temps, donc massacre, que certains temps, moi, je dis qu'ils font presque la pornographie de la violence. Montrer. Et ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, faire de la pornographie de la violence, non. Vous voyez, pour moi, entre la guerre, la violence comme spectacle, ou comme justement un phénomène qui détruit l'homme, moi je préfère, au lieu de montrer
justement cette violence, de montrer celui qui subit cette violence. Comme j'ai fait même dans mon premier roman, dans mon premier film, intéressant, je dis, au lieu de montrer cette maison qui explose dans tous les sens avec du feu, etc., pour moi, ça, c'est plus important, ou montrer le visage de ce vieillard qui regarde sa maison détruite. Pour moi, c'est évidemment montrer l'autre, montrer la douleur humaine au lieu de justement la jouissance de violence. Non. Voilà. Oui, ça, c'est quelque chose que j'assume au fond de moi, que non, je ne veux pas. Je veux amener les gens pour qu'ils réfléchissent sur la violence au lieu d'en jouir. Oui. Et puis, le choix de silence, et il y a aussi le choix de musique dans votre film qui est un peu différente aussi. Et pouvez-vous nous en parler un petit peu? Écoute, dans violence, sur la violence, vous voyez, quand on est dans la violence, évidemment, tout ce qu'on veut, on veut se sauver. On entend, vous voyez, on ne voit rien. On entend la violence. Puis, comme ce que j'ai demandé avec à travers de Virginie, le personnage principal, qui les chassait, on ne sait pas, on ne voit pas des gens très, très distingués, mais on entend partout des cris, des filles, etc. Et puis, plus tard, quand on pense à cette violence, là, on n'a que des images, mais pas le son. Et ça, je voulais montrer ça, ce mécanisme de la violence aussi, nous, comment d'un seul coup il entre en nous, et notre vision change même notre vision sur tout. Et de l'autre côté, oui, ce silence qui était au Rwanda aussi m'avait beaucoup frappé. Vous voyez, on m'a dit que même pendant le génocide, il y avait un silence incroyable. Et même, d'après ce qu'on m'a dit, même les oiseaux ne chantaient plus pendant les 100 jours de massacre. Et ça, je voulais sortir ça aussi. Oui. Donc, voilà. Concernant la musique, oui. Moi, j'ai horreur de la musique folklorique, de mettre dans un film. Ah, c'est trop, voilà, de musique exotique, etc. Et j'ai commencé à travailler d'abord avec un grand musicien américain qui vivait en Belgique. Je voulais du jazz, parce que jazz vient d'Afrique pour moi. Donc, il faut veiller à savoir ce qui lui appartient. Pour moi, c'est ça, c'est toi. Et puis, quand j'étais au tournage, tous les soirs, j'écoutais 3 albums d'un groupe de ces 3 grands musiciens français, italiens, qui est, il y a Aldo Romano, Luis Clavis et Tex Hardy. Tex Hardy qui était le contrebassiste. Dans les années 90, ils avaient voyagé en Afrique et ils descendaient dans chaque village pour donner un concert en s'inspirant de leur chant, de leur couleur, de leur silence, de tout. Et ils ont sorti ce disque-là qui s'appelle La route s'appelle Carnet de route, et puis Carnet africain, et puis l'autre suite africaine ou quelque chose comme ça. J'ai oublié déjà les titres de ces 3 albums. Et cette musique, j'écoutais tous les soirs. Et quand on faisait le montage, je ne trouvais pas de musique. Mon monteur m'avait demandé, Hervé Doulouse, ce que j'écoutais pendant ce moment-là. Je lui donnais ces 3 disques et dit à Tic, je crois que cette musique a été faite pour ce film.
Et je l'ai mis. Et c'est vrai, c'est une musique qui prend en distance, qui met en distance, mais les ondulations des vallées de Rwanda, cette verdure, ce silence, cette harmonie, c'est tout ça, cette musique illustre tellement bien. Même si c'est pas quelque chose, voilà, très folklorique ou très cinématographique, je m'en fous. C'est ça. C'était un cadeau pour moi, pour le peuple africain, pour le peuple rwandais. Eh bien, quel beau cadeau alors. Avez-vous montré votre film au Rwanda et si oui, comment a-t-il été reçu? Oui, oui, bien sûr, le film, dès que le film était fini, je suis allé avec le film au Rwanda, je montrais à mon équipe et aussi aux jeunes africains, évidemment avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de peur. Je dis, bah, voilà, s'emparer de l'imaginaire d'un peuple et aller dire, allez, je vais montrer comment vous êtes. Ben non, je suis allé humblement pour leur dire, bah, écoutez, c'est mon regard. Il y a forcément des choses qui peuvent vous choquer parce que ça peut ne pas exister. Mais c'est un monde, l'art, c'est ça, c'est le monde possible. Donc, je fais ça, j'assume tout ça et je leur ai montré. Et même à la fin, ils m'ont dit que non, c'était un film rwandais. Et Ah. là, c'était pour moi le plus grand compliment qu'on puisse me faire, en effet. Et oui, et oui. Ben, mais c'était un très très beau film. Merci. Et donc, de quelle façon votre séjour en Afrique vous a-t-il enrichi et pensez-vous renouveler l'expérience, c'est-à-dire peut-être un autre film en Afrique? Ah, ah, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien y retourner, mais maintenant, normalement, je devais aller 2 fois au Rwanda depuis l'année dernière, mais à chaque fois, à cause de Covid, toutes ces crises mondiales, malheureusement, je ne peux pas voyager, mais sinon, oui. Alors là, et même faire un film sur Rwanda d'aujourd'hui, et Yes. surtout, et surtout sur le jazz éthiopien. Ouais. Waouh, Ouais. j'aimerais bien Ça, voir c'est ce film. mon rêve. Ça, c'est mon rêve de faire un film sur le jazz éthiopien parce que c'est une musique extraordinaire. Et j'étais en Éthiopie et waouh, d'abord, quelle beauté et puis quelle musique, j'adore ça. Oui, j'y vais. Ah, fantastique. Mais j'ai hâte de le voir, ce film. Ah bah. Alors, Atik, Rahimi, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci à Et vous.